Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. L'invité du jour, il est franco-camerounais, docteur en littérature française et comparée. Il a reçu plusieurs distinctions et récompenses littéraires, par exemple le prix F. Delacroix de l'Académie française. Il est l'auteur de La Transmission, La Divine Colère. Est-ce que vous voyez l'auteur? Il y a aussi Silicani. Je parle d'Eugène Ebaudet. Bonjour, vous allez bien Eugène Ebaudet? Ça va, merci. Même si le monde va mal, Oui. mais ça va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes aussi l'auteur de La Rose dans le bus jaune. Vous parlez de Rosa Parks, son histoire. Et puis là, vient de paraître votre 9e roman, Le Balcon de Dieu, chez Gallimard, collection Continent Noir. Eh bien, démarrons tout de suite cette émission avec Au fil des pages. Eugène Ebaudet, dès les premières pages de votre roman, Le Balcon de Dieu, il y a une dédicace spéciale, moi, qui m'a interpellée. C'est un journaliste, un rédacteur en chef, un écrivain qui nous a quittés l'été dernier. Vous rendez hommage à Pierre Chériot. Vous écrivez que la mer nous a ravis sans avertisseur. C'est un drame qui nous a cueillis au dépourvu. Tout à fait. Un coup que nous avons reçu au plexus, comme disent les boxeurs. Et quand vous le recevez, vous avez le souffle coupé. D'abord parce que Pierre est un ami de longue date. Et je lui dois aussi en partie ce livre parce que quand j'étais à Mayotte, c'est lui, un jour, il m'a appelé. Il était nommé rédacteur en chef du journal Jeune Afrique. Et il a souhaité constituer autour de lui des chroniqueurs. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je souhaite que tu fasses partie de l'équipe. Je sais que tu enseignes, mais ça serait bien que tu nous rejoignes. Je lui ai dit, Pierre, merci beaucoup, mais la tâche est rude ici et je tiens absolument à me consacrer à l'enseignement. Ouais. Et puis, nous avons aussi des situations sociales tellement compliquées qu'il y a des associations qui nous sollicitent. L'association EVA, qui allait secourir les enfants abandonnés, les enfants des rues. Et nous imaginions des dispositifs pour les intégrer aussi à l'école et faire en sorte que des enfants qui sont déscolarisés puissent intégrer l'école républicaine. Donc il y avait beaucoup de missions qui appelaient mon attention et mon énergie. Alors Pierre, il a compris, mais avec sa manière très ronde d'atténuer les choses, il m'a dit mais je sais que tu pourras quand même dire certaines choses nécessaires. J'ai dit, bon, peut-être on verra. L'histoire de votre roman, Le Balcon de Dieu, plante son décor dans 2 pays. D'abord en Afrique du Sud, où nous découvrons cette histoire du couple Donovan et Melania. Je voudrais savoir, alors, ils vont partir, ils s'aiment, voilà, ils vont se marier, et puis ils décident, pour partir en voyage de noces, direction l'île Maurice. Mais c'est pas l'île Maurice qu'ils vont atterrir. C'est à Mayotte. C'est à Mayotte parce que souvent on fait des plans et puis ceux-ci sont détournés par des événements imprévus. Oui. Et c'est un cyclone et Dieu seul sait si notre environnement est maintenant marqué sous le sceau de l'imprévisibilité. Et donc ils subissent cette imprévisibilité des temps et cette incertitude des lendemains qui frappe tout le monde, que l'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et cette ère, justement, des incertitudes et du risque, eh bien, j'essaie de le condenser dans cet avion qui, au lieu d'aller à Maurice, atterrit à Mayotte. Ah oui, on tremble, hein, on vit le moment dramatique dans l'avion, ça bouge, il y a même des vomissements, enfin bon bref, j'épargne cette partie. Et donc, c'est un avant-goût à l'horreur, presque. Ah oui. Hein. Oui, parce que vraiment, on a l'impression qu'on va mourir avec eux. Et là, ils découvrent Mayotte. Ils vont même faire la rencontre de Nassur, qui deviendra leur guide francophone, leur guide, voilà, de découvrir cette population mahoraise. Et puis après, ils retournent en Afrique du Sud. Je fais court. Et quelques années après, ils ont une fille qui s'appelle Fiona. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais Donovan a envie de retourner sur l'île au délicieux parfum. C'est un appel du destin. Oui. Et puis, il est marqué aussi par Nelson Mandela,
parce que l'année dernière, il ne vous a pas échappé que c'était le centenaire de sa naissance. Oui. Et j'ai eu peu d'écho de son souvenir, ou en tout cas du rappel de ce que cet homme a pu faire pour non seulement son pays, l'Afrique du Sud, mais aussi pour la communauté africaine et la communauté internationale, parce qu'il avait des convictions fortes et il a pu laisser un héritage que nous devons revisiter et revisiter. Alors, donc on quitte l'Afrique du Sud. Mélania n'a pas envie de quitter l'Afrique du Sud. Déjà, elle dit oui, Mayotte, mais c'est qu'une population, c'est un peuple de Noirs. J'étais assez surprise parce que quand même en Afrique du Sud aussi, ils s'y côtoient des Noirs, ils vivent des Noirs. Oui, mais elle estime que c'est des Noirs, uniquement des Noirs. Elle n'imagine pas que c'est un territoire français et qu'il y a aussi un mélange. Et puis, au fond, elle ne veut pas quitter sa zone de confort. Bien sûr. Mais on peut aussi dire que cette épouse pose un certain nombre de conditions. Elle veut comprendre les motivations de son époux. Et à partir du moment où elle les comprend, elle adhère, parce qu'elle elle y va. Elle y va et elle va aussi aider les populations en souffrance. Alors Mayotte, pourquoi parler de Mayotte? Parce que c'est un département, donc on dit Drôme, département régional de l'outre-mer. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de Mayotte? J'y ai vécu 2 ans, donc comme enseignant, et puis ce que j'ai vu m'a bouleversé. La situation des enfants dont nous venons de parler, les enfants de rue, la situation des femmes, des jeunes filles abusées, qui ne peuvent pas accomplir une scolarité normale. À 12 ans, j'en ai vu qui étaient enceintes. Et puis, vous avez un contexte sanitaire qui est catastrophique. Il suffit d'aller dans les cabinets des médecins pour se rendre compte que c'est incroyable ce qu'on peut voir. Et la situation est d'autant plus catastrophique qu'il y a peu de médecins et les rares qui sont là sont submergés. Ils sont même parfois affolés. Ils sont au bord eux-mêmes. Souvent, il m'est arrivé d'être malade et d'aller en consultation, mais j'avais pitié des médecins eux-mêmes. Ils sont à secourir. Je pense qu'il faut vraiment lancer un appel grâce à votre antenne pour qu'on aide Mayotte, qu'on aide les médecins, qu'on aide ceux qui aident, qu'on aide les enseignants, qu'on aide les associations comme EVA, le village d'EVA, le Secours populaire, qui essayent effectivement d'arracher à l'abîme des populations entières qui s'y déversent. Et devant une forme de désertion, de double désertion, la désertion de l'État, oui, l'État français. L'État français, bien sûr, et le gouvernement actuel qui est responsable, puisqu'il est en responsabilité, comme ils disent, mais c'est plutôt un abandon et pas du tout une mise en pratique de politique publique qui pourrait résoudre durablement les problèmes. Mais donc il y a aussi... C'est pas seulement de l'époque de Macron. On peut dire qu'on peut parler de oui, François Hollande, bien sûr. Il y a toute une histoire politique. Oui. C'est la République, au fond, qui est là, questionnée, interpellée et sommée de répondre à cette indignité nationale dans laquelle nous plongeons tous, parce que nous sommes indifférents. Et même si je sais qu'en droit, il n'y a pas de culpabilité collective, mais il y a une accumulation d'abandon qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça n'est plus tenable. Et donc, parmi les autres désertions, parce que figurez-vous que l'Union européenne est aussi comptable de ce qui s'y passe, parce qu'il existe des dispositifs qui devraient aider les régions dites ultra-périphériques. Donc, il y a un dispositif qui s'appelle RUP, pour les régions ultra-périphériques, et notamment des îles comme Mayotte. Et il se trouve que j'ai appris à Mayotte que l'argent disponible précisément pour aider Mayotte est souvent renvoyé à l'Union européenne parce que les crédits ne sont pas utilisés sur place. Alors à quoi ça sert d'envoyer des sommes si on ne peut pas en suivre l'application? Donc là aussi, il y a un abandon, pas seulement de l'État national, de l'État français, mais aussi de l'Union européenne. Je ne parle pas, bien sûr, de l'autre abandon qui est l'abandon de l'Afrique, puisque Mayotte est à proximité et Mayotte
est une terre quasiment africaine. Alors justement, en parlant d'Afrique, c'est assez amusant parfois ou assez étrange parce que on a l'impression que les Mahorais, enfin je ne veux pas faire d'amalgame, mais vous décrivez ces jeunes qui disent ah non moi je ne suis pas africain, l'Afrique il y a la pauvreté, c'est la misère, il y a ce côté pessimiste, cette image un peu sombre de l'Afrique, jamais optimiste, et comme si c'était une honte d'être africain quand je lis dans votre Oui, c'est vrai que roman. ça m'avait marqué, frappé, comme beaucoup de choses que je relate dans le livre. Cependant, j'ai pris cela comme un appel à plus d'amour pour des populations qui refusent qu'on puisse les appeler africains. Et donc ça m'a fait réfléchir sur le refus de cette identité, ou en tout cas de ce qu'ils considèrent comme étant une abomination. Et cette abomination, si on y réfléchit, c'est des populations qui ont été aussi exfiltrées de l'Afrique pour aller travailler, qui ont été soumises à l'esclavage, qui ont été considérées de tout temps comme des citoyens de second ordre. Vous parlez aussi du ras-le-bol des Mahorais, de ces immigrés clandestins qui viennent à Mayotte prendre cette nationalité française. Et on sent que les Mahorais, on en ras-le-bol de cette immigration clandestine. C'est la surpopulation sans politique publique adaptée et sans volonté de vivre ensemble, parce qu'il y a des passifs à Mayotte entre les différentes populations, les différentes îles. L'île de Madagascar, dont l'ancien sultan Andry Amsoli était celui qui gouvernait à Mayotte. Et puis, lorsqu'il a cédé à Mayotte à la France en 1841, c'était précisément pour essayer de mettre à distance les Malgaches qui ont été eux-mêmes extrêmement actifs et coupables dans le commerce des esclaves. Et ces esclaves, ils allaient les prendre plutôt à Mayotte. Et donc, les Mahorais ont un contentieux historique, non seulement avec Madagascar, mais aussi avec les autres îles proches, c'est les Comores. Et ce contentieux date de la période où il y avait une pratique de l'autonomie interne vers l'indépendance. Et à la période de l'autonomie interne, qui datait des années 58, disons, à 75, jusqu'au référendum de 74, oui. Eh bien, les Mahorais, qui étaient gouvernés par les Comoriens, en ont eu une forme d'amertume qui n'est pas passée. Parce que les deniers publics étaient plutôt concentrés sur les Comores et pas du tout sur Mayotte, que l'école était laissée à l'abandon, que les dispositifs qui pouvaient aider Mayotte aussi à se développer ont été presque confisqués par les Comoriens. Et du coup, ça a donné naissance à ce que j'appelle les chatouilleuses, cette révolution digitale des femmes qui étaient obligées pour secouer les dirigeants comoriens, eh bien, d'user de la chatouille pour les appeler à modifier leur pratique du pouvoir. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Mayotte qui sont aussi à l'avant-garde ou qui sont complètement singulières et particulières à Mayotte que j'ai essayé de relever dans le balcon de Dieu. Alors justement, ce balcon de Dieu, Nassur explique ce titre, ce terme de balcon de Dieu. Oui, parce que dans la légende, c'est une légende mahoraise qui estime que Dieu, après avoir créé le monde, au 7e jour, c'est celui du repos, il se demanda comment faire pour observer sa propre création et décida comme ça de faire surgir des eaux sous-marines, une espèce de promontoire qui a donné donc lieu à Mayotte et un quartier dans lequel j'ai vécu. Et à partir de ce promontoire, il pouvait observer sa création et décider et il décida que celle-ci était belle. Mais pas seulement une forme de regard narcissique sur sa création,
il voulut aussi qu'à partir de cette beauté-là, quiconque était au contact de celle-ci ne puisse échapper à tout ce qui est de l'ordre du merveilleux. Or, je dis que le merveilleux a été gangrené à Mayotte. Gangrené par la fuite des politiques publiques, par les abandons dont nous avons déjà parlé, mais aussi probablement par l'incapacité à dépasser, quand vous parlez de l'immigration, à dépasser un certain nombre de sujets qui apparaissent comme attentatoires soit aux identités déjà acquises, soit aux simples libertés individuelles. Et il faut les dépasser pour faire fraternité. Et c'est la beauté, là, c'est la question de la fraternité, au fond, qui est en débat, qui est diffuse, et qu'on n'arrive pas à amorcer et à rendre réalisable à Mayotte. Et je crois, pour tous les peuples, et l'Amérique qui veut construire un mur à partir du Mexique, l'Union européenne qui, à Lampedusa, ne sait plus comment faire des immigrants qui arrivent, la vie est une rencontre. La vie est faite d'allées, de retours, de venues, de mouvements. Et vouloir interrompre le mouvement, c'est une insulte à la création. Elle est mouvement, elle est dynamique. Et on voit encore que il faut questionner les physiciens. Nous diront que le monde, d'ailleurs, il s'élargit. Il ne se rétrécit pas. Et ceux qui sont contre l'immigration, au fond, ils sont contre l'humain. Justement, vous avez soulevé il y a quelques minutes ces traditions ancestrales, moi, qui m'ont choquée. C'est considéré comme de l'inceste, le père qui abuse de sa fille. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une tradition ancestrale, non. C'est des Alors, pratiques nouvelles. Oui. C'est des pratiques nouvelles. Oui, c'est des pratiques nouvelles parce que le monde est dévoyé, voyez-vous. Les pères... c'est le système du matriarcat, en fait, qui régit Mayotte. Oui. Les filles sont plutôt, les femmes ont un statut particulier. Et la légitimité provient de la mère. Et du coup, le père a d'ailleurs obligation de faire en sorte que chacune de ses filles, pour son indépendance future, oui, dispose d'un foyer. Et l'époux n'amène pas sa femme chez lui. Oui. C'est la femme qui amène l'époux chez elle. Oui. Et donc, ça change tout. C'est pour éviter d'être répudié. Oui, précisément, il ne peut pas la répudier. Et s'il veut se séparer, eh bien, c'est à lui de prendre ses bagages et de s'en aller. Et puis, progressivement... Excellente idée, non? Oui, excellent. Moi, je la souffle à plusieurs pères. Comme ça, ils n'auraient plus à redouter les dangers que les maris exerceraient sur leurs filles. Oui. Non, mais disons que les choses se sont modifiées à partir du moment où le mariage était aussi un moment où la dot était versée par le mari à la famille de la fille. Et il y a eu dans le contrat de mariage une idée qui appartient à plusieurs civilisations. Hein. Je ne veux pas la stigmatiser en disant c'est la civilisation musulmane qui exige ceci, oui, ou c'est la civilisation animiste qui fait cela. En bref, je suis un observateur et de tout ce qui m'est revenu, il m'a été rapporté par plusieurs personnes que les filles, quand elles allaient en mariage, il y avait aussi le contrat de... pas de fécondité, mais de virginité, voilà. Et qu'une fille vierge, évidemment, la dot était plus importante. Et du coup, les pères assuraient aux futurs époux que la fille était vierge. Et lorsque l'époux, avec les matrones qui attendaient la nuit devant la case, lors de la nuit de noces, pour récolter la preuve que l'hymen avait été bien déchiré et qu'il y avait eu toutes les conditions réunies pour célébrer la virginité envolée au bénéfice du mari, eh bien, avec la modernisation des rapports sociaux, etc., il se trouve que peu de filles arrivaient au mariage étant vierges. Et du coup, les pères
étaient sommés soit de rembourser, et les maris trouvaient là, les jeunes mariés trouvaient là une condition pour défaire les liens du mariage et s'en aller, chercher vierge ailleurs. Et que pensez-vous qu'il advint? Apparemment, les pères, pour éviter le chagrin, l'opprobre, l'indignité, eh bien, s'occupent désormais eux-mêmes de ravir l'hymen à leur fille et de ne plus mettre la clause de virginité dans le mariage. Vous voyez comment progressivement le monde se refait ou se défait. À vous de choisir. Moi, j'ai mon idée. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Eugène Ebodé, de nous avoir présenté une partie de votre roman, parce qu'il y a d'autres rencontres avec Djamaldou. Oui, Djamaldou, c'est un Boïna. jeune garçon qu'il faudra aider. Et si les pouvoirs publics nous écoutent, eh bien... Ah, parce qu'il existait, Djamaldou? Mais il vit encore. Il vit encore. D'abord que les lecteurs lisent, j'espère, ce roman. Et Djamaldou, oui, si nous pouvons faire quelque chose pour lui, si nous pouvons sauver un, ça veut dire que nous pouvons en sauver plusieurs. Commençons par Djamaldou, il existe. Et la tante qui est repartie. Boïna aussi? Elles existent. D'accord. Comme Nassur aussi, oui, ces personnes existent. Oui. Nassur Atoumani, qui est un écrivain qui a été mon guide providentiel, comme je le dis dans le livre, il existe aussi. J'espère que vous le recevrez à cette antenne. Merci beaucoup, Eugène Ebodé. Passons à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Eugène Ebodé, pour Carte sur table, alors c'est votre profil. Vous êtes professeur documentaliste au lycée Chanson, André Chanson, dans la ville du Vigan. Alors que vous étiez plutôt en région parisienne, vous avez été conseiller municipal, vous avez été directeur du cabinet du maire d'Achers. Pourquoi se déporter? Parce que le Vigan, c'est plus proche de Montpellier. Oui, mais c'est le hasard des nominations et des mutations dans l'éducation nationale. Je pense qu'après avoir exercé les métiers de directeur de cabinet, après avoir été conseiller municipal moi-même à Villepreux, eh bien, je me suis mis à la disposition aussi de l'enseignement. J'ai voulu enseigner, transmettre, ça me chatouillait. Ce n'étaient pas les chatouilleuses qui m'ont poussé vers ce métier, mais ça me chatouillait de transmettre. Voilà, c'est d'ailleurs la transmission. Vous l'avez dit, c'est mon premier livre, mon premier roman aux éditions Gallimard, un roman important. Et donc j'ai voulu transmettre et j'ai passé les concours de l'éducation nationale, le CAPES, etc. Et le jeu des nominations a fait en sorte que cette fois après Mayotte, j'atterrisse dans mon académie d'origine, c'est-à-dire Montpellier, mais j'ai été nommé au Vigan, qui se trouve dans les Cévennes, à 1 heure de Montpellier. Autre chose, j'ai découvert, enfin en regardant, en fouillant comme ça sur le net, il y a cette photo qui m'a interpellée. On y voit Eugène Ebodé et le footballeur international Samuel Eto'o. Comment s'est faite cette rencontre et pour quelle raison? Je voulais interviewer Samuel Eto'o, c'était en 2009, je crois. C'était la veille d'une finale Manchester United contre FC Barcelone. Et Samuel Eto'o m'avait accordé cet entretien pour la Tribune de Genève. Il y a eu un grand article dans la Tribune de Genève, et donc je me suis rendu la veille de cette finale. Et c'était pour aussi apporter mon regard à la fois attentif. J'ai un peu exercé le métier de footballeur, et c'était pour témoigner aussi qu'il y avait en la personne de Samuel Eto'o un footballeur d'exception. D'accord, parce que c'est vrai, il y avait comme quoi des rumeurs, il était assez imbu de sa personne, prétentieux, assez égoïste. Eh bien, la gloire, les lumières peuvent vous faire modifier votre caractère. Oui. Et je ne suis pas juge de tout cela. Et je le regrette lorsque de telles rumeurs ou de tels faits arrivent à mes oreilles. Je le déplore. Je pense que nous avons toujours à faire attention à la fois quand nous devenons des hommes publics,
à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Et il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui tirent motivation de ce que nous leur présentons pour eux-mêmes arrimer leur vie, leur chemin vers ce que nous faisons. Donc je regrette tout ce qui peut être de l'ordre de l'abaissement. Et je voulais, pour moi, saluer le merveilleux footballeur. Pour le reste, je ne suis pas comptable de ce qu'il fait. Et du reste, il ne prend pas mon avis pour se conduire. Et je pense même lui avoir donné, pendant que nous nous étions rencontrés, permettez-moi de glisser comme ça un élément, vous me donnez l'occasion de le faire, je lui avais indiqué que c'était très bien ce qu'il faisait et qu'il n'y avait par exemple pas de musée. Il n'y avait pas un musée du football. Or, le Cameroun, par exemple, a produit, et l'Afrique en général, a produit de très grands footballeurs. Oui. Et que créer un musée du football, ce n'était pas simplement pour qu'on aille regarder des gloires, mais aussi pour témoigner de la pertinence, de l'efficacité de l'Afrique dans ce domaine. Et ce musée reste encore à faire, il me semble. Et là, on pourrait donner quelques règles, les règles du jeu, mais aussi les règles après le jeu, ce qui est important. J'y ai découvert aussi que vous êtes, ou vous étiez, enfin, ça dépend, un fan du chanteur décédé, Charles Aznavour. Oui, Charles Aznavour, vous avez vraiment fait une collecte de choses absolument inouïes. Je l'ai rencontré en 2006 à Perpignan. Et nous étions 4. Il y avait Charles Aznavour, Grand Corps Malade, moi et le président Abdou Diouf. 4. Et nous avons passé 3 jours. On était réunis par le CML, le Centre méditerranéen de littérature. Et son président André Bonnet nous avait réunis là. Et j'ai passé 3 jours exceptionnels. Et Charles Aznavour, dont vous parlez, qui était un géant, même s'il était de petite taille, mais c'était un géant. Figurez-vous que je discutais avec Grand Corps Malade et Charles Aznavour s'est approché. Je l'ai vu venir, évidemment je le connaissais. Il s'est arrêté puisque nous parlions, il n'a pas voulu nous interrompre. Et lorsque on a fini, on s'est tourné vers lui parce que Grand Corps Malade s'est aperçu que je le regardais, il ne le voyait pas, et il s'est retourné, il a vu Charles Aznavour, il était tout tétanisé. Et Charles Aznavour lui a demandé, monsieur, est-ce que vous pouvez me signer un autographe? Mais il a failli se renverser, Grand Corps Malade, qui ne tenait pas déjà sur ses jambes. Oui. Il dit, mais c'est à moi Il était très ému. Et c'est pour qui? Alors, et Charles Aznavour lui a dit, ben, c'est pour moi. Vous voyez un peu le degré d'humilité dans lequel cet homme m'a été présenté. C'est la première fois que je le rencontrais et on a passé 3 jours exceptionnels. C'est dommage que je n'en ai jamais parlé, mais vous m'en donnez l'occasion. Merci beaucoup Eugène Ebaudet pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons passer, eh bien sûr, à la dernière partie qui est le fameux coup de cœur. Eugène Ebaudet, alors quel est votre coup de cœur? Ce livre qui vous a ému, bouleversé? Alors c'est un livre qui est dans l'actualité, c'est Désirs d'Italie de Jean-Noël Schifano. Désir d'Italie parle évidemment de ce qui vous prend non seulement au cœur, mais qui sollicite aussi l'intelligence. Et dans Désir d'Italie, Jean-Noël raconte son Italie, ce qu'il a aimé, ses coups de cœur. Il parle évidemment de Naples, qui est la ville-monde qu'il revisite de livre en livre. Mais ce qui est important dans Désir d'Italie, c'est qu'il parle y compris des écrivains français qui ont parcouru l'Italie bien avant lui. Il évoque Stendhal, il évoque Dumas, il évoque des auteurs aussi, des peintres qu'il aime, le Caravage. Il évoque Nello Esposito, qui est un sculpteur qu'il m'a présenté d'ailleurs aussi lorsqu'il nous a invités à Naples, en Italie. Donc c'est un coup de cœur parce que c'est un don de soi, le livre.
Je dis souvent que c'est une passe au lecteur, mais là, c'est un caviar offert au lecteur, Désir d'Italie, par Jean-Noël Schifano. Et bien sûr, je rappelle que Jean-Noël Schifano est l'éditeur de l'édition de la collection chez Gallimard, collection Continent Noir. Oui, et c'est aussi celui que le président Macron a cité dans son dernier discours en Italie comme étant l'un des auteurs qui l'ont marqué et qui ont écrit non seulement sur... il est à Paris, comme vous dites, et qui reconnaît que Paris est une grande capitale, mais Naples en est une autre. Merci beaucoup, Eugène Baudet, de nous avoir présenté votre coup de cœur. Et puis aussi, vous êtes venu nous voir, ça m'a fait beaucoup de bien de vous revoir pour votre 9e roman, cette nouvelle parution, Le Balcon de Dieu aux éditions Gallimard, collection Continent Noir. Merci beaucoup. Rendez-vous au Salon du Livre. Au Salon du Livre, oui, du 15 au 19 mars. J'attends les Africains. Oui, merci beaucoup. Et puis quant à vous, mes chers complices, j'espère qu'on vous retrouvera au Salon du Livre Paris. Et puis la semaine prochaine, on aura aussi un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.